Le canal du Midi. Cette voie d'eau voulue et réalisée par un entrepreneur de génie du XVIIe siècle est le second canal français de l'histoire après le canal au Briard, créé sous Henri IV. S'étendant sur plus de 240 km entre l'étang de Thau et Toulouse, le canal du Midi est presque 6 fois plus long que le canal de Briard. Inscrit depuis 1996 au patrimoine mondial de l'UNESCO, le canal comporte des ouvrages remarquables. Sur toute sa longueur, on croise plus de 64 écluses, 55 aqueducs, 7 ponts canaux et 126 ponts en dos d'âne. C'est ce canal que nous allons parcourir dans son intégralité, à vélo et sur plusieurs jours. Donc voilà, on est au point kilomètre 0, donc le point de départ du canal du Midi à Toulouse, au pont Jumeau. C'est là où démarre le canal du Midi. On a la jonction de 3 canaux, donc on a le canal de Brienne, le canal latéral de la Garonne qui va jusqu'à Bordeaux, et le canal du Midi au milieu, qui va jusqu'au phare des Anglouts, là où le canal Midi se jette dans l'étang de Thau, proche de la Méditerranée. Et du coup c'est le canal Midi qu'on va remonter jusqu'au bout. Là j'ai mon compagnon de route pendant 4 voire 5 jours. J'ai tout sur le vélo, on va bivouaquer, on va voir comment on va se débrouiller. Et voilà, c'est parti. Pour mieux comprendre l'histoire du canal, parlons d'abord de son fondateur, Pierre-Paul Riquet. Natif de Béziers, surintendant des gabelles pour le Languedoc, la gabelle étant un impôt royal sur le sel. Riquet a 53 ans lorsqu'il décide d'exposer son projet de canal à Colbert, le puissant ministre des Finances de Louis XIV. C'est ici d'ailleurs, à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, que repose Pierre-Paul Riquet, né à Béziers, mais toulousain d'adoption. Bon, je vous jure que les derniers jours, il faisait beau. Je me suis dit, c'est une bonne occasion de faire le canal Midi, et là, aujourd'hui, il y a du nuage. Bon, au moins, on va pas avoir trop chaud pendant le trajet. Il fera chaud, très chaud. L'idée d'un canal n'est pas nouvelle. Henri IV, François Ier et même Charlemagne s'étaient déjà intéressés. Relier l'océan Atlantique à la mer Méditerranée est un véritable enjeu politique et économique. La construction d'un tel ouvrage permettrait d'éviter aux bateaux et aux marchandises de prendre la mer et de contourner la péninsule ibérique, évitant ainsi de s'exposer aux dangers du brigandage, des pirates et des corsaires. Pour une bonne partie du chemin, on suit l'autoroute en fait, on la voit là-bas. Mais en vrai, on l'entend pas trop, on est assez tranquille. Et là, il y a moins de monde, c'est un peu plus agréable quand même. Tous les projets avaient buté sur la question de l'alimentation en eau d'un tel ouvrage. Riquet reprend les projets précédents et résout ce problème d'alimentation en s'inspirant de l'étude de Thomas de Scorbiac. L'idée est de prélever dans les nombreuses rivières de la Montagne Noire. Avec l'aide d'un fontainier de Revel, Pierre Campmas, il met au point le captage des eaux des rivières et des ruisseaux de la Montagne Noire grâce à un système de rigoles et de bassins de provisions. Et moi je fais ça avec une main quoi. J'ai dû faire un petit détour parce que j'ai mal au et du coup j'ai fait un petit détour et je me suis acheté ça. C'est une petite mousse qu'on met sur la selle en fait et on va voir si avec ça arrange mon petit problème. Donc là on est à l'écluse de l'océan, c'est le point le plus haut du canal du Midi, à presque 200 mètres d'altitude je crois. Ici nous sommes au point le plus élevé du canal, appelé le seuil de Naurouse. C'est ici que les eaux provenant de la Montagne Noire viennent alimenter le canal. Riquet fait construire pour l'occasion le lac de Saint-Féréol près de Revel et la rigole de la Plaine qui amène l'eau depuis le lac jusqu'au canal. Le réservoir de Saint-Féréol est le plus ancien d'Europe. Il est construit en 1672 pour réguler le débit d'alimentation du canal du Midi grâce à une digue de 780 mètres de long. Pendant 2 siècles, ce que vous voyez là est le plus grand barrage au monde. Aujourd'hui, le lac de Saint-Féréol est classé avec son système d'alimentation au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà le chemin que je prends maintenant. Donc pour l'instant ça va, mais apparemment plus tard il y a des racines et c'est compliqué avec le vélo.
On va voir si j'atterris dans le canal. La ville de Castelnaudary, qui au passage s'est autoproclamée capitale mondiale du cassoulet, est une étape importante le long du canal Midi, car c'est ici que se trouve le plus grand plan d'eau du canal. Simplement nommé le Grand Bassin, ce que vous voyez là est le plus grand port du canal, qui initialement devait être aménagé plus loin à Naurouze. Alors oui, cet homme ne sait pas ce qu'il fait. Séduit par le projet de canal de Riquet, Colbert fait nommer une commission d'experts chargée d'étudier la faisabilité du projet. Mais le trésor royal est asséché par Versailles et les nombreuses guerres de l'époque. Du coup, Riquet met la main à la poche, puis dans celle de sa femme, Catherine de Milhaud, issue d'une riche famille de Béziers. Il finance jusqu'à 20% du chantier et meurt ruiné 7 mois avant la fin des travaux. En octobre 1666, un édit royal ordonne le creusement du canal. Le feu vert est donné aux 12 000 hommes qui creusent le canal à la force de leurs bras. Les travaux commencent en 1667 et vont s'achever 14 ans plus tard en 1681. Allez, c'est la fin de cette première journée. On se dit bonne nuit et à demain. Jour 2, là je repars chercher le canal et après c'est reparti. Riquet s'entoure de collaborateurs compétents. Parmi eux, on peut évoquer François Andréossy, l'adjoint de Riquet, à la fois ingénieur, niveleur, dessinateur et cartographe du canal. Vauban, ingénieur et économiste, très intéressé par la construction des canaux, et qui d'ailleurs conforte et améliore l'ouvrage du canal après la mort de Riquet. Puis Pierre Campas, fontainier de Revel qu'on a déjà évoqué, et qui de par sa connaissance des eaux de la Montagne Noire va donner à Riquet l'idée de la conception de l'alimentation en eau du canal. Nous voilà arrivés à la très belle ville de Carcassonne, connue pour sa cité médiévale restaurée par Viollet-le-Duc au 19e siècle et inscrite comme le canal Midi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Là je viens d'arriver à Carcassonne. En fait le canal Midi il est en bas là. Et en fait à l'époque il devait pas passer par Carcassonne mais prendre une petite rivière à côté. Du coup dans Carcassonne c'est un peu compliqué à trouver le chemin, on suit des voies vélo de ville quoi. Et j'ai déjà croisé des cyclistes qui sont un peu perdus, qui cherchaient le canal Midi. Allez, c'est pas super beau. Carcassonne est très beau, mais le canal ici on le voit pas trop, donc je vais essayer d'avancer. Au XVIIe siècle, la partie aménagée du canal s'arrêtait ici et ne desservait pas directement la ville de Carcassonne. Les travaux qui devaient être réalisés pour creuser son passage dans la roche sont estimés comme étant trop coûteux. La navigation se faisait alors sur la rivière du Fresquel qui contourne la ville par le nord. Ce n'est que bien plus tard, en 1810, que le parcours est détourné pour passer dans la ville et rejoindre le pont canal de Fresquel. Voilà, pour traverser le pont canal, il demande aux cyclistes de mettre pied à terre. Je me fais emporter par le poids de mon vélo. Il y a un gars dans la cabine là-haut qui gère l'écluse. Là, je viens de rencontrer un Maxime qui est parti en vélo de Cherbourg et qui est là du coup je pense sur le canal Midi et il part ensuite en Italie, en Slovénie. C'est un malade le mec. Du coup il m'a aidé à prendre quelques images et c'est une belle rencontre. Maxime de Cherbourg, si tu regardes ça, merci beaucoup et bonne route.
Aujourd'hui c'est un peu plus dur qu'hier parce qu'il fait chaud. Et puis il y a pas mal de moments comme ça où il n'y a pas d'arbres. Là on est en plein soleil. Du coup il fait chaud. Mais on avance. Plus de 12 000 ouvriers travaillent à la réalisation du canal. Les hommes et les femmes employés sur le chantier sont répartis en sections formant des ateliers administrés par un contrôleur général. L'ensemble des travaux se fait manuellement, à la pelle et à la pioche. La terre est transportée dans des paniers ou des civières, la poutre est utilisée pour faire exploser la roche. Le colossal chantier du canal demande de nombreux corps de métier. Maçons, tailleurs de pierre, forgerons et maréchaux ferrants, pour n'en citer que quelques-uns. Ce très beau aqueduc permet au canal de traverser plusieurs cours d'eau tumultueux. Composé de 11 arches, il est complété d'un éponchoir et d'un déversoir qui permettent au trop-plein d'eau de se déverser dans la rivière. Tu seras la star de la vidéo. De partout. Les ouvriers du canal bénéficient de conditions de travail relativement favorables pour l'époque, surtout concernant les salaires, les jours de repos et de maladie. Riquet met en place pour les ouvriers travaillant sur les chantiers du canal ce que l'on peut plus ou moins considérer comme l'ancêtre de la sécurité sociale. Les jours de repos, c'est-à-dire les jours fériés ou les dimanches, ne sont pas déduits du salaire. Un logement est fourni aux travailleurs contre une faible somme. Les ouvriers qui tombent malades sont payés. Les instruments de travail sont fournis à l'enrôlement, ensuite à chacun d'entretenir son matériel. Par contre, il faut préciser que les conditions de travail sont très difficiles. Le creusement du canal reste un travail excessivement pénible et épuisant. Et les conditions les plus avantageuses n'ont peut-être pas toujours été accordées à tout le monde. Là, on vient de passer la dernière écluse d'avant Béziers, qui est à presque 53 km d'ici. Je crois que c'est la plus grande portion sans écluse. On est arrivé à Paraza. C'est très beau. Là ça commence à sentir la Méditerranée un petit peu là. Wow, on se calme. Il y a encore pas mal de chemin à parcourir avant la Méditerranée. Trouvons d'abord un endroit où dormir ce soir. Alors si je tire cette gueule, c'est parce qu'il doit être genre 6h du mat. J'ai dû me lever tôt pour éviter la chaleur de cette troisième journée. Alors ça c'est le premier pont-canal construit par Paul Riquet. C'est le plus étroit des ponts canaux. Le pont canal de Répute, très étroit, est le plus ancien pont canal navigable au monde. Construit par Riquet entre 1676 et 1680. Tout au long du canal, des milliers d'arbres ont été plantés pour l'esthétique et la fraîcheur. Entre Toulouse et le port Lauragais, ces platanes font encore de l'ombre sur le chemin que nous avons parcouru jusqu'ici. Mais les 42 000 platanes qui longent le canal Midi risquent d'être abattus. Ils souffrent d'une maladie incurable causée par le chancre coloré, un champignon microscopique qui bloque la circulation de la sève. Cette maladie a débarqué en 1944 avec les soldats américains et leurs caisses de munitions en bois. Plusieurs tronçons, surtout dans les départements de l'Aude et de l'Hérault, sont aujourd'hui totalement exposés au soleil. On a replanté des variétés résistantes, mais les arbres sont encore petits. Une vraie catastrophe d'un point de vue patrimonial, économique et touristique. J'arrive à Le Sommeil. On vient d'arriver à Le Sommeil. Ce village au bord du canal est intégralement créé par Riquet pour en faire une étape de coucher. Autrement dit, une halte de nuit pour les nombreux bateaux empruntant le canal. Là on arrive à Capestan. Et il est 10h du mat. Et le soleil commence déjà à frapper assez fort. On va prendre une bonne pause à Capestan et on va avancer doucement cet après-midi. De toute façon on n'est pas très loin maintenant de la fin.
Là ça commence à être compliqué quand même. Je suis obligé de passer dans un chemin mais je vais devoir passer à pied. Jusqu'ici ça allait mais bon, c'est parti. Là on arrive au fameux tunnel de Malpas. Il s'agit là du premier tunnel canal permettant de faire passer des bateaux sous une montagne. Long de 173 mètres, large de 6 et d'une hauteur de 8 mètres et demi, c'est un véritable exploit pour l'époque et le dernier grand chantier de Riquet. D'ailleurs, sous le tunnel de Malpas se trouvent deux autres tunnels dont les tracés se croisent à des niveaux différents. Une galerie datant du XIIIe siècle qui a été percée pour permettre le drainage de l'étang tout proche de Montady, et un tunnel ferroviaire creusé au XIXe siècle pour laisser passer la ligne de chemin de fer Béziers-Narbonne. Ça c'est pas mal. En descendant la côte tellement vite, j'ai perdu ma casquette. Le tourisme a sauvé le canal Midi. De nombreuses sociétés de location de bateaux s'y sont installées. Des bateliers électriques, location de bateaux sans permis, péniches hôtels et bien sûr circuits à vélo et à pied. Dès le début des années 1930, la traction hippomobile est remplacée par des péniches équipées de moteurs. Les Anglais sont les premiers à avoir eu l'idée de réutiliser le canal pour la location de bateaux de plaisance. Aujourd'hui, près de 50 000 personnes naviguent à bord de l'un des nombreux bateaux de location. C'est l'État qui est propriétaire du canal Midi et de ses berges. La gérance est assurée par les voies navigables de France. Afin de préserver ce chef-d'œuvre, l'UNESCO a décidé de classer le canal le 7 décembre 1996 parmi les sites du patrimoine mondial de l'humanité. Quatrième et sûrement dernière journée, parce qu'on n'est pas très loin de Béziers là, donc presque à la fin. Il a plu toute la nuit et du coup la tente est trempée, moi je suis trempé, c'est difficile le matin. Et du coup il fait pas très beau, les images vont pas être très belles aujourd'hui, mais bon, je vais quand même filmer et on va arriver jusqu'à la fin. Là on aperçoit la ville de Béziers avec la cathédrale. Et j'ai l'impression qu'il fait beau là-bas. Bon, le temps ne s'améliore pas. On est bientôt à Béziers. Après de longues discussions, un financement est trouvé pour la réalisation du canal, à hauteur de 40% pour l'État, 40% pour les États du Languedoc et 20% pour Riquet. En contrepartie, Riquet demande la propriété et les droits d'exploitation du canal. En reliant la Méditerranée à l'Atlantique et ainsi permettant d'éviter le contournement de la péninsule ibérique, le canal Midi affaiblit la puissance du royaume d'Espagne et génère de grands profits à la descendance de Riquet. Dès sa mise en service, le canal est utilisé pour le transport des voyageurs et du courrier. Des bateaux tirés par des chevaux sur les chemins de halage permettent le transport des passagers dans des délais relativement courts et en toute sécurité. Le canal Midi apporte une nouvelle prospérité économique dans le Languedoc, notamment en relançant le commerce du blé et du vin dans la région. On arrive aux 9 écluses de Pierre-Paul Riquet. Ces écluses sont l'ouvrage majeur du canal Midi. Béziers, c'est juste là. On voit la cathédrale là. Pour faire franchir à son canal un dénivelé de plus de 21 mètres, Riquet conçoit un étonnant escalier d'eau d'une longueur de 312 mètres. Les écluses de Foncérane sont à l'origine au nombre de 9, mais seulement 7 fonctionnent encore aujourd'hui. Un système hydraulique sur pneus était censé remplacer les écluses, mais ce système n'a jamais bien fonctionné et sera très vite abandonné. Ça filme? Mais oui, ça filme. D'ailleurs, faudrait continuer à avancer. Je crois que j'aperçois enfin la Méditerranée. Mais d'abord, un petit point. Pierre-Paul Riquet décède en 1680 et ne verra jamais la mise en service de son œuvre. Le canal est modifié au cours du temps, notamment par Vauban qui apporte certaines modernisations, comme par exemple la construction du pont-canal de Cesse ou le tunnel des Camazes. Les descendants de Riquet mettront plus de 40 ans à rembourser les créanciers, mais sa famille obtient l'entière propriété du canal. Il faut savoir que c'était l'autoroute de l'époque, et que tous les bateaux empruntant le canal payaient un octroi. Les descendants de Riquet héritent alors d'un patrimoine incroyable, qui sera confisqué à la Révolution française.
On avance bien. Alors quand tu arrives à Agde, pour retrouver le canal, c'est pas évident. Je me suis perdu dans la ville, il y a beaucoup de circulation. Et puis c'est pas très bien indiqué, donc bon, j'ai tourné. Bon, j'ai retrouvé mon canal, c'est bon. Et là du coup on est en train d'avancer doucement vers le phare des Anglouts. C'est parti. En 1838, on se lance dans la construction du canal latéral à la Garonne, qui est l'indispensable prolongement du canal Midi, offrant des conditions de navigation plus sûres et plus confortables que l'ancienne navigation sur le fleuve Garonne, souvent soumise aux périodes de forte crue. Mais le canal Midi souffre de la concurrence du chemin de fer. Si la liaison Atlantique-Méditerranée voulue par Riquet existe enfin, le train s'avère être plus rapide et plus économique, le trafic fluvial est en déclin continuel. Petit à petit, la navigation commerciale laisse place au tourisme. Voilà, dernière ligne droite avant le phare des Anglouts. Et ça va faire bizarre de rendre le vélo. Et en fait il a bien vécu le vélo. Alors ça y est, je vois au loin là le phare des Anglouts. Et puis autour de moi il y a l'étang de Thau. Puis au loin là-bas, je vois la colline de Sète. Et voilà le début du canal Midi. Avec le phare des Anglouts. Allez, plus que quelques mètres. Ça y est, on arrive au phare des Anglouts, là où le canal se jette dans l'étang de Thau, reliant ainsi Toulouse au port de Sète et à la Méditerranée. J'espère que cette vidéo aura permis de vous faire voyager et de vous partager mes 4 jours passés à vélo sur le canal. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en partageant la vidéo, en mettant un pouce bleu et en laissant un petit commentaire. Dorénavant, vous pouvez aussi soutenir financièrement la chaîne. Si ça vous intéresse, je vous invite à faire un tour dans la description. Bon, maintenant il faut que je trouve un moyen de rentrer chez moi. Et en attendant, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.